En tant que panafricaniste, vous prétendez défendre les 3 pays de l'AES, les 3 pays putschistes, et pendant que vous, chez vous, au Cameroun, il y a un président dormant, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, et vous parlez peu de votre pays. Qu'est-ce qui explique cette situation? Tu as travaillé avec lui. Attendez, tu as travaillé avec Alassane. Écoutez, non, il faut répondre. Vous avez travaillé avec Alassane. Vous voulez que je réponde à cette question? Vous voulez que je réponde à celle-ci? Il se trouve que je n'ai qu'un micro. L'une ou l'autre. Allez, commence donc par celle-ci. Le même micro vaut pour moi. C'est terrible. Ils attaquent de tous les côtés. Ils attaquent de tous les côtés. Ils sont très terribles. Vous me permettez de répondre? C'est ce qui intéresse en réalité. Vous faites les questions, vous voulez faire les réponses? Non, mais non, je peux préciser notre question pour que vous ne nous amènez pas au Cameroun préhistorique. Vous n'aimez vraiment pas le passé. Le Cameroun préhistorique. Je suis en 1955. C'est vrai, en 1955. On veut que vous parliez du Cameroun contemporain. Le Cameroun contemporain. Allez-y. Il se méfie beaucoup du passé. Vous avez un problème avec le passé? Non, il y a une incohérence. Non, il n'a pas créé. Il y a une incohérence. On va poser une question. Allez-y, souffrez que je vous réponde. Vous m'avez invité pour cela. J'étais invité à l'émission Le Grand Jury. Et à l'occasion de cette émission, dont le principe est la confrontation entre l'invité et un jury composé de contradicteurs, j'ai eu l'occasion, j'en suis certain, d'administrer une déculottée à la pensée néocolonialiste et aux survivances du néocolonialisme ici au Mali. Car les 2 contradicteurs qui m'ont été opposés étaient spécialement chargés de défendre 3 thèses. Premièrement, que la transition malienne actuelle a échoué. Deuxièmement, que la CEDEAO, c'est le paradis sur terre. Troisièmement, que le panafricanisme n'a pas lieu d'être en Afrique et qu'il faut continuer à progresser tranquillement sous le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental et qu'il faut rejeter les racines africaines parce que c'est du passéisme. Je dis bien, ce sont les 3 thèses défendues par les contradicteurs. L'émission avait pour but de tenter de sauver le néocolonialisme au Mali contre un penseur panafricaniste, continental et mondial, votre serviteur. Alors, je voudrais commenter cela pour vous inciter à aller regarder toute l'émission et à vous former vous-même un jugement. Mes 2 frères, maliens, qui étaient chargés de me contredire, sont partis du principe qu'ils avaient raison et que j'avais tort. Ils sont partis du principe qu'il leur suffisait de parler fort, de crier, pour avoir raison. Ils sont partis du principe qu'il fallait m'interrompre quand je réponds pour m'empêcher de dire des choses qui prouveraient que ce qu'ils disent est faux. Et ils sont partis du principe qu'il serait facile de défendre dans une émission au Mali le néocolonialisme français, la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou en espérant pouvoir troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagés. Ils sont venus aussi avec la prétention de pouvoir me tenir tête dans le débat dialectique, zététique, éristique, dans le débat où le tic et le tac sont le principe, c'est-à-dire dans le pugilat verbal. Ils se sont gourés sur toute la ligne. Dr Franklin Nyamsi, actuellement en séjour à Bamako, plus précisément pour la sortie de son tout nouveau livre intitulé L'impérial terrorisme, a été invité par une chaîne de télévision web de la place qu'on appelle Renouveau TV. Renouveau TV, dans leur émission intitulée Le Grand Jury, a essayé de poser plusieurs questions à Dr Franklin Nyamsi dont on va essayer de regarder dans cette vidéo afin de faire asseoir notre propre conviction. Est-ce que cette émission était justement faite pour avoir ou acquérir des connaissances ou bien cette émission était faite pour ridiculiser le Dr Franklin Nyamsi? Dans cette émission, la partie qui a attiré mon attention, c'est quand on a posé cette question à Dr Franklin Nyamsi, à savoir pourquoi est-ce qu'il supporte les différents présidents putschistes des pays de l'AES. En tant que panafricaniste, vous prétendez défendre les 3 pays de l'AES, les 3 pays putschistes, et pendant que vous, chez vous, au Cameroun, il y a un président dormant, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté,
et vous parlez peu de votre pays. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ah, j'adore cette question. Oui. Monsieur Sidibé, vous vous souvenez de m'avoir posé un jour cette question? Oui. Je mets au défi le grand jury ici rassemblé de citer un seul des livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Vous avez préparé l'émission, vous connaissez l'invité? Oui. Est-ce que vous m'avez googlisé, mon cher frère? Vous verriez que j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. J'ai vu un de tes livres. Ah oui, mais citez un titre. Vous êtes en train de regarder Internet. Non, c'est pas Internet. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun. Critique de la tragédie camerounaise. Très bien. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun que sur n'importe quel autre pays africain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis issu de la résistance camerounaise à la dictature de Paul Biya. Nous avons été exclus dans les années 90 de toutes les universités camerounaises, privées de notre pays, depuis bientôt 25 à 27 ans, par M. Biya, parce que nous avons participé en 1990 à la grande résistance. Et nous continuons. Vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Nous prenons date, vous marquez le jour. Je n'ai jamais rompu avec mon pays natal. Je ne fais pas partie de ces gens d'Afrique centrale qui critiquent. Ça, c'est dans les livres. Ça, c'est dans les livres. Vous savez que les Africains lisent peu. Vous critiquez le Cameroun dans les livres, mais dans les vidéos que les gens regardent beaucoup ne voient pas. Je vous critique par rapport au Cameroun. Je vous mets au défi de me citer combien de mes vidéos sur le Cameroun vous avez regardé avant cette émission. Si vous allez sur mon compte Facebook, il y a 3000 vidéos. Et il y en a 500 sur le seul Cameroun. 500. Si vous allez sur mon compte YouTube, où je suis maintenant à 435 000 abonnés, vous trouverez 400 vidéos sur le Cameroun. J'ai plus parlé du Cameroun que du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Mais vous ne vous intéressez qu'à ce que je dis sur les pays auxquels vous appartenez. Et la même objection m'est faite partout, chers frères. On me dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de votre pays? Mais qui s'intéresse à ce que je dis du Cameroun? Qui ici a lu un seul de mes livres sur le Cameroun? Personne. Vous vous intéressez à ce que je dis sur le Mali, le Burkina et le Niger pour cela. Mais c'est une question très intéressante que vous avez posée. La grande question est la suivante. Est-ce que vous, nos frères d'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à nous libérer des dictatures, à nous libérer de l'oppression, comme nous, qui sommes originaires d'Afrique? Vous êtes en train de soutenir les dictatures en place. Non, je viens maintenant à l'argument sur les putschistes. Il y a deux sortes de coups d'État dans l'histoire de l'humanité. Il y a les coups d'État réactionnaires et il y a les coups d'État révolutionnaires. Les coups d'État réactionnaires sont faits contre l'intérêt du peuple. Et ils sont faits en faveur de puissances étrangères qui instrumentalisent les élites locales pour maintenir la suprématie de leurs intérêts. Et les coups d'État révolutionnaires, quant à eux, sont faits en épousant les aspirations, notamment souverainistes et légitimes des peuples. J'ai, pour ma part, la conviction que ce qui s'est passé au Mali, depuis 2021 notamment, jusqu'à aujourd'hui, c'est, malgré les imperfections évidentes de tout ce qui est humainement fait sur cette terre, c'est un processus révolutionnaire. C'est une émission qui a duré quelques heures et la chaîne de télévision web Renouveau TV l'a découpée en quelques morceaux très intéressants pour la publier sur sa page Facebook et même sur YouTube. Pour les gens qui veulent comprendre comment est-ce que cette interview s'est terminée ou bien qu'est-ce qu'ils se sont dit lors de cette interview, je vous prie de partir regarder soit leur chaîne YouTube ou bien leur page Facebook. Elle s'appelle Renouveau TV. Et après toute cette interview, le docteur Franklin Nyamsi a pris la parole. Et dans cette vidéo, il était en train de nous dire ses impressions de cette interview. Comme j'étais en train de le dire, la partie qui me semble plus intéressante. Et on a compris là-bas qu'en matière de débat, on doit laisser la latitude à la personne à qui on est en train de faire les débats pour qu'il puisse parvenir à ses idées, pour qu'il puisse nous expliquer la question qu'on a posée ou bien qu'il puisse argumenter à sa manière pour que, en fin de compte, nous puissions comprendre. Et ça n'a pas été le cas lors de cette interview. Je vous invite d'écouter les impressions de Dr Franklin Nyamsi de cette interview qu'il a donnée sur Renouveau TV. Ils étaient dans la nervosité. Ouais, Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro. Ouais, il est contre Alassane Ouattara, il est contre le panafricaniste, etc. Et moi, je les appelais mes frères. Ils ont voulu utiliser la force de la haine. Je leur ai opposé la force de l'amour. Parce que je savais. Je vous raconte un peu les à côté de l'émission. Quand j'arrive, mes deux contradicteurs, il y en a un qui me dit, j'espère que vous connaissez
il y en a un qui me dit cette chose, et j'espère que vous connaissez l'esprit de l'émission. L'esprit de l'émission. Il me dit, j'espère que vous connaissez l'esprit de l'émission. Et je dis à ce frère-là, moi, je connais l'esprit de l'émission quand l'émission a commencé. Il n'y a pas d'esprit avant, il n'y a pas d'esprit après. C'est pendant. C'est sur le ring qu'on connaît le boxeur. C'est pas avant. C'est même pas après. Quand la Bible dit, paix, commencez. C'est là où on va voir quel est l'esprit qu'il y a dans cette émission-là. Wallahi billahi ta'ala. Donc, ils sont venus avec l'idée que eux, ils vont m'énerver et je vais dire plus que ce que je ne dois dire. Ils vont m'énerver et je vais déraper. Ils ont tapé poteau. Poteau sortant. Parce qu'il y a bon poteau, hein. Quand tu tapes sur poteau, là, et puis le ballon va dans le filet. Ah, c'est bien. On appelle ça poteau rentrant. Mais les gars, là, c'est les meilleurs viseurs de poteau sortant que j'ai jamais eu à Renouveau TV face à moi. C'est-à-dire que même Sidibé, j'ai dit à Sidibé, mais pourquoi tu m'envoies les gens qui sont même pas aussi bons que toi? Parce que toi-même, tu n'as pas pu. Tu as déjà essayé. Tu vois comment je t'ai secoué quand tu as essayé de me secouer. Mon bon petit frère Sidibé. Tu m'envoies ces deux-là. Ha! Mais ils ne peuvent rien faire parce que ils pensent qu'ils vont m'énerver. Ils ne réussiront jamais à m'énerver. Je les attends au courbon. Quand ils ont fini de s'exciter, je leur injecte un anesthésiant intellectuel. Je les mets au repos. Je les fais dormir. Ils ont choisi aussi un second axe. Ils voulaient essayer de présenter ma relation au régime du président Assimi Goïta comme une relation opportuniste. Vous savez, mes ennemis, mes détracteurs, les néocolonialistes qu'on peut avoir, eh bien, un peu partout, ils courent sur les réseaux sociaux avec une vidéo de 2020-2021 dans laquelle je critiquais le régime, eh bien, du colonel Bandao et de son vice-président, le président Assimi Goïta, au motif qu'il s'était rapproché un tant soit peu du néocolonialiste Alassane Dramane Ouattara, et que celui-ci risquait de les piéger pour les phagocyter. Donc, on prend cette vidéo-là, on dit, ah, voilà comment Franklin Nyamsi a insulté le président Assimi Goïta. Maintenant, c'est lui qui est son laudateur. Waouh, waouh, waouh. Quand ils ont fini, je dis, c'est grâce à ma critique du régime du président Assimi Goïta que celui-ci a précisément axé la révolution sur la doctrine panafricaniste. Regardez quelle était la nature du régime quand Ibeka est tombé en 2020. Regardez quelle était la nature du régime quand le colonel Bandao était le président de la transition ici au Mali. Est-ce que c'est le même régime que vous avez maintenant avec le président Assimi Goïta ayant obtenu, décrété le départ des troupes néocolonialistes françaises, ayant commencé à reprendre en main les richesses minières du Mali pour le peuple malien, le président Assimi Goïta ayant défendu le Niger en créant avec le Burkina Faso et le Niger l'Alliance des États du Sahel, est-ce que nous avons affaire au même régime qu'en 2020? Non. J'ai critiqué le régime malien, et je le dis depuis Bamako au Mali, quand celui-ci était encore sous l'influence du néocolonialisme français à travers les proxys de la CEDEAO, et notamment Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Moi, j'ai critiqué le régime du président Assimi Goïta quand celui-ci, d'ailleurs, sous le président de transition, colonel Bandao, était encore tenté de trouver un arrangement avec les puissances néocolonialistes sous-régionales. Mais le président Assimi Goïta a fait évoluer avec ses camarades du CNT le régime malien vers les grands axes de la révolution africaine. À partir du moment où il a adopté la trilogie souveraineté, liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux du peuple malien, le président Assimi Goïta a entièrement épousé le corpus panafricaniste en vertu duquel je le critiquais. Pourquoi voulez-vous que je critique un régime qui précisément a évolué d'une tentative de compromis avec le néocolonialisme sous-régional et français à une révolution et la rupture avec la dépendance envers les puissances qui précisément ont saccagé la Libye, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour ensanglanter tout le Sahel et toute l'Afrique. J'ai salué les changements fondamentaux apportés par le président Assimi Goïta et ses compagnons à leur politique. Et voilà comment je me suis retrouvé à leur côté au Mali. Ici au Mali, certains de mes camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, et je voudrais saluer ici mon frère, mon honorable frère et ami, mon aîné, Ben Souk,
je vais l'appeler à la fin de l'émission pour qu'il soit demain au mémorial Modibo Keïta. Eh bien, au mémorial Modibo Keïta, pour la sortie de mon livre, je lui ai réservé le sien. Je suis son frère. Il sait que quand je l'appelle, il doit venir. Vous aurez sans doute aussi l'occasion de le voir. S'il est disponible actuellement à Bamako, il sera là. Mon aîné, bien-aimé, mon camarade, l'honorable Bensouk. Mais il était en prison. Il était en prison en 2020-21 et Alassane Ouattara demandait qu'on l'extrade pour l'étriper en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte-là que j'ai attiré l'attention du président Assimi Goïta en disant « Président, Ouattara Draman que vous voyez là, les baoulés de Dembokro lui ont donné un nom. C'est Aossi Ngben. En baoulé, Aossi Ngben signifie celui avec qui tu marches et puis tu n'as rien. Si tu vas derrière lui là, tu n'auras rien. Quand vous lui donnez 32 moutons à ce monsieur, lui, il vous compte comme le 33e mouton qu'il veut sacrifier. Parce qu'il n'est pas là pour le peuple ivoirien. Il n'est pas là pour le peuple africain, mais pour les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est la critique que j'avais faite à notre président, Assimi Goïta, et plus que lui d'ailleurs, au colonel Bandao qui était alors président de la transition. Qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas eu rectification. Il n'y a pas eu rectification de la transition. Quand le vice-président Assimi Goïta prend le pouvoir et se met à rectifier, pourquoi voulez-vous que je le critique? Comme quand, eh bien, sous la férule de M. Bandao et les manipulations de Ouattara, ce pays retournait tranquillement dans le sommeil Ibé Keïtaye. Mieux, vous avez vu la même situation au Burkina Faso. Lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba renverse le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, on s'attend à une rupture avec le néocolonialisme. Mais que fait Dabiba? Le même rendement, il recommence les mêmes choses. Voilà comment surgit la rectification du MPSR2, incarné par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président du Faso. Oui ou non? J'ai critiqué Damiba. Mais ce que fait le président Ibrahim Traoré, qui pourtant a aidé Damiba à prendre le pouvoir, ce que fait le président Ibrahim Traoré, c'est la révolution africaine. C'est la révolution panafricaniste. C'est la révolution burkinabé. Pourquoi voulez-vous que je reproduise les critiques que j'ai faites contre Damiba à Traoré, alors que Traoré ne fait pas la même politique? Voilà le contexte. Donc là aussi, ils ont échoué. Ils ont cru me piéger. Je leur ai expliqué que non. Justement, le président Assimi Goïta, il m'a adopté quand il a vérifié que mes critiques étaient fondées. Ce que je lui avais dit sur Ouattara, là, le 9 janvier 2022, quand la CEDEAO, manipulée par Ouattara et ses maîtres, les néocolons français, les impérialistes occidentaux, quand ils ont lancé leurs sanctions inhumaines, illégales, criminelles, leurs sanctions sauvages contre le Mali, qu'est-ce que le président Assimi Goïta a fait? J'espère que certains d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant de ça. L'une des premières choses, avant de dénoncer ces sanctions illégales, etc., le président Assimi Goïta, vous savez ce qu'il a fait? Il a libéré mon camarade Bensouk. Parce que Bensouk était en prison, il risquait d'être déféré, transféré en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara allait en faire un méchoui. Vous savez à quel point ce monsieur est méchant. Mais l'une des conséquences du dérapage de la CEDEAO, ça a été la libération de Bensouk. Bensouk est libre. Bensouk vit chez lui en terre africaine du Mali. Mais parce que, justement, la CEDEAO d'Alassane Ouattara a montré son vrai visage. Elle a attaqué le Mali, attaqué le Burkina, attaqué le Niger. C'est là où les dirigeants de ces trois pays ont dit « Ah !» Mais c'est que les soroïstes, là, les amis de Guillaume Soro nous disaient, et puis on n'écoutait pas. Wallahi billahi talahi. Donc c'était la vérité. Ja, il disait la vérité. Vous noterez que c'est après que la CEDEAO est dérapée contre le Mali et que le président Assimi Goïta a pu vérifier que les analyses que j'avais faites, j'ai dit qu'on tenterait de le tuer, même qu'on tenterait de l'égorger comme un mouton. Ça s'est pas passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé? Le président Assimi Goïta n'a-t-il pas été l'objet d'une tentative d'assassinat dans une mosquée par quelqu'un qui, avec un couteau, voulait l'égorger? Moi, j'ai dit ça, non? J'ai dit qu'on chercherait à le tuer comme on tue un mouton de sacrifice. Ça n'a pas raté. Le président Assimi Goïta était en pleine mosquée. Un individu stipendié a voulu lui trancher la gorge. Vous avez oublié ça ou pas? J'ai dit, Alassane Ouattara, il n'est pas l'ami des Africains souverainistes. Il n'est pas l'ami des panafricanistes. Si tu aimes ton pays, là, ici en Afrique, tu ne peux pas aimer Ouattara. Parce que Ouattara, lui, sert les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est pas vérifié. Quel Malien peut me contredire là-dessus? Après tout ce que Ouattara a fait. Déclaration de guerre contre le Niger, blocage des fonds souverains maliens et consorts, menace sur le Burkina Faso, infiltration militaire au Mali. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y a même eu des violations de l'espace aérien du Mali à partir de la Côte d'Ivoire avec la permission de Ouattara. Tout ça s'est fait, oui ou non? Donc, sachez que quand je suis arrivé ici au Mali,
et je parle de Bamako ce soir, quand je suis arrivé ici au Mali en février 2022, j'étais auréolé de la reconnaissance. Le président Goïta est un homme très humble. Si moi, Niamsi, avec les critiques que j'ai dites contre lui, il a pu me recevoir, non même pas au palais présidentiel, mais dans sa maison, là où il vit avec sa famille. S'il a pu me faire rentrer là, dans son lieu de vie personnel, c'est parce qu'il a reconnu que les critiques que j'avais formulées ont contribué à l'éveiller. Et modestement, à mon petit niveau, ils ont contribué à lui sauver la vie. Parce qu'au moins, il avait déjà entendu quelqu'un lui dire « Ouattara Draman, il ne faut jamais marcher avec lui. Si tu marches avec lui, tu as 3 directions. L'exil, le cimetière ou la prison. » C'est ça Ouattara. Tous ceux qui ont marché avec lui, il leur a donné ces 3 directions. L'exil, le cimetière ou la prison. Il a trahi tous ses partenaires. Et il ne va pas changer. C'est trop tard pour lui. C'est un fer tordu pour toujours. Donc, ils sont venus à l'émission Renouveau TV en disant « Oh, le voilà, le fameux Niamsi, on va le coincer. Professeur Niamsi, il est cuit. » Je les ai regardés. Ils étaient en train de courir dans un sac. Moi, j'avais la fermeture en main. J'ai ouvert le sac, ils sont entrés. Quand ils sont entrés, j'ai fermé. Et ils se sont mis à courir de là. Je voyais mon frère Keita, le plus excité des deux. Non, mais là, il n'en pouvait plus. Il ne voulait même plus que je parle. Bon, ils sont venus avec un 3e piège. Oh, la CEDEAO était meilleure que tout. La CEDEAO, c'est le bon Dieu. L'AES, c'est l'enfer. On souffre. La crise énergétique, on souffre, etc. Oh, on est en train de nous taxer au Mali, etc. Ils sont venus avec ça. Je les attendais au Courbon. J'étais assis là, comme ça, avec mon gourdin. J'ai dit, ambassade de mon pays natal, on dit, Wakoni Galen, vous allez passer ici. Ah, qu'est-ce que vous dites? La CEDEAO, c'est la meilleure des choses possibles. Je dis, sur le plan économique, les échanges économiques internes à la CEDEAO ne représentaient que 5% des échanges internationaux de tous les pays de la CEDEAO. Quand la CEDEAO était 15 pays, il n'y a que 5% d'interactions internes. Vous racontez quoi? Deuxième point, l'AES n'a pas été créée pour mettre fin aux relations entre les peuples ouest-africains. Il peut y avoir des conventions entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES et la vie va continuer. Troisième élément extrêmement important, c'est la CEDEAO qui a commencé à dévier. Les sanctions inhumaines, illégales, criminelles qui ont été prises contre le Mali ont provoqué des millions, des millions de victimes économiques, des millions de victimes sociales et au moins des centaines de milliers de personnes décédées. Il faut que cette affaire soit jugée au tribunal. Tous les dirigeants de la CEDEAO qui ont signé les sanctions illégales, criminelles, inhumaines contre le Mali, le Burkina et le Niger doivent être jugés et condamnés. Ce sont des crimes économiques, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, mes gars, ils étaient là maintenant, il faut défendre l'AES. Ah non, maintenant que l'AES a quitté la CEDEAO, tout ça là, bon, maintenant que les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Bon, ils sont 150. Le gouvernement du Mali est capable de maîtriser les conséquences collatérales de 150 pertes d'emploi. Mais les conséquences des sanctions inhumaines, criminelles, illégales de la CEDEAO, est-ce qu'elles sont comparables à 150 pertes d'emploi? Est-ce que c'est comparable? Il n'y a pas photo. Et je leur ai expliqué qu'il suffit d'appliquer la théorie des avantages comparatifs. Ils écarquillaient les yeux, mes contradicteurs. Je crois qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. La théorie des avantages comparatifs est l'un des principes de gouvernance. Un État regarde les avantages de la décision A par rapport à la décision B, ou de la décision B par rapport à la décision A, et un État a l'obligation, quand il est rationnellement conduit, de prendre la décision la plus avantageuse, parce qu'il sera mieux à même d'en affronter les inconvénients. Entre rester sous le contrôle du néocolonialisme français, continuer à faire piller les richesses de l'Afrique de l'Ouest par les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, et entrer au contraire dans une dynamique de souveraineté, commencer à s'assumer soi-même, à gérer soi-même son budget, commencer à financer soi-même son processus électoral, à financer sa propre armée, à renforcer son armée. Qu'est-ce qu'un peuple doit choisir? Qui veut le miel doit accepter la piqûre des abeilles. Et la fiscalité dont on se plaint, on ne s'en plaindra avec légitimité que si ce qui est pris aux contribuables est escroqué, détourné et volé. Mais si ce qui est pris aux contribuables permet de donner au Mali l'autonomie énergétique à court terme, si ce qui est pris aux contribuables permet d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes enfants du Mali, améliorer les moyens de vie de l'armée qui défend le pays cette nuit, l'armée qui est alerte, l'armée qui est en sacrifice permanent pour que la paix, la prospérité, la sécurité des Maliennes et des Maliens soient assurées. Si c'est pour ça qu'on doit payer plus, mais c'est ça la vocation de la taxe.
Or, on veut entretenir l'idée selon laquelle une taxe, c'est a priori quelque chose de mauvais. C'est mauvais quand ça n'améliore pas les conditions de vie des gens. C'est mauvais quand ça ne résout pas un problème. C'est mauvais quand les dirigeants volent l'argent des taxes pour aller le planquer dans les paradis fiscaux à l'étranger, pour le planquer en France, planquer cet argent en Suisse, planquer cet argent au Luxembourg, à Monaco, planquer cet argent au Moyen-Orient. Mais quand vous voyez le président Assimi Goïta, vous pensez qu'il n'a jamais eu de rhume, il n'a jamais eu de palu? Je connais des individus comme Alassane Draman Ouattara ou Paul Biya, le moindre éternuement, même si c'est déjà préparer l'avion, je dois aller à Genève tout de suite. Ils n'ont pas confiance dans les médecins de leur pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont des dictateurs et qu'en allant à l'hôpital dans leur pays, un médecin peut décider de libérer le pays en les euthanasiant. On appelle ça l'euthanasie, la mort donnée dans les conditions médicales. Donc, ils ne vont jamais se soigner ici parce qu'ils n'ont pas construit de bons hôpitaux et parce qu'ils savent qu'ils sont méchants, les dictateurs africains. Mais le président Goïta, là, s'il a le rhume, il se soigne à Bamako. On a vu l'ancien premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga, quand il a eu son accident vasculaire cérébral. Il a été soigné où? C'est pas ici au Mali? N'est-il pas debout? Bon, les dirigeants qu'on a à la tête du Mali sont des gens dont le destin se joue dans leur pays. Ce qu'ils gagnent, ils l'utilisent ici. Ce qu'ils perdent, ils le perdent ici. Ce qu'ils font, ils en rendent compte ici, ils en rendront compte ici. C'est un avantage. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette interview accordée à Dr Franklin Nyamsi par la chaîne web télévision Renouveau TV. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.